Bonjour et bienvenue à l'émission Toute Direction. Cette semaine, on reçoit Kim Bouchard, qui est responsable des communications et développement au Centre de prévention du suicide de la Côte-Nord. Bonjour Kim! Bonjour. On est content de te recevoir aujourd'hui dans nos studios. Bien, merci de l'invitation. Est-ce que ça fait longtemps que tu es au Centre de prévention du suicide? Moi, je suis au Centre de prévention, en fait, depuis 2012, donc ça va faire 10 ans bientôt, là, au mois de mai, en fait. Les premières années, j'ai occupé vraiment le poste au niveau direction, adjointe de direction, je m'occupais un peu de l'administration, je m'occupais un peu de la relation avec les médias et tout. Puis, avec l'expansion de l'organisme des dernières années, en fait, j'ai pris le poste dernièrement au niveau de responsable des communications et du développement. Donc, c'est un nouveau poste qui s'est comme ouvert? Exactement. OK. Puis c'est quoi ton rôle en tant que responsable des communications et développement? Donc, on va vraiment viser la gestion des réseaux sociaux, le développement de la promotion générale du matériel promotionnel, la relation avec les médias. On va développer des campagnes, on va toucher à tout ce qui est développement des nouveaux services, recherche de financement et tout. OK. Donc, c'est pour ça que c'est toi qui viens nous voir aujourd'hui. Exactement. Donc, tu représentes l'organisme. Le Centre de prévention du suicide, est-ce que ça fait longtemps que ça existe? Depuis 1989, donc oui, on a fêté les 30 ans là, il y a 3 ans en fait. Oui. Puis, c'est sûr qu'avec les années, là, les services ont changé, la structure a changé, mais ouais, un bon 33 ans pour le Centre de prévention. 33 ans quand même que vous êtes ici sur la Côte-Nord. Et ça a été quoi justement le développement de l'organisme au fil des années? Bien, si on regarde vite et vite, en fait, en 89, on a ouvert sous le nom de Prévention Suicide de la Rive. OK. Donc, quelques années plus tard, là, on a reçu la ligne 1866 appel qui maintenant est connue partout à travers le Québec. Là. Donc, c'est vraiment la ligne sans frais est arrivée à ce moment-là. Quelques années plus tard, on a eu nos premiers employés parce qu'avant, ce n'était que des bénévoles. OK. Par la suite, en 2000, je pense, c'était seulement des employés. Donc, les bénévoles ont été redistribués en fait vers d'autres tâches parce que l'intervention était vraiment structurée au niveau du ministère puis on devrait répondre à certaines balises. Donc, à ce moment-là, c'était des employés formés pour faire l'intervention. Puis, au fil des années, là, on a développé les services, on a mis plus de monde au niveau de l'emploi de la ligne d'intervention. On a misé beaucoup plus sur la sensibilisation. On a développé nos services de formation, en fait, aussi, là, qui ont été développés par des projets pilotes ici avec le formateur qu'on avait il y a quelques années, en fait, puis Jean-Pierre Dupont qui a pris sa retraite. Mais on a contribué à développer, en fait, le contenu de la formation accréditée qu'on dit, là, qui sert maintenant à former tous les intervenants du réseau de la santé, du réseau communautaire, etc., à la grandeur du Québec. Ah, ben c'est bon. Un bon projet qui s'est fait ici. Puis, est-ce qu'au début, c'était vraiment sur toute la Côte-Nord ou vous étiez comme plus à Bécomo? Ça a toujours, si je ne m'abuse, été au niveau de la région. OK. Mais c'est ça, au début, on a débarqué avec une ligne qui était plus locale. Après ça, on a pris la ligne sans frais, puis on s'est vraiment étendu aussi au niveau des heures de service, parce qu'avant, c'était des bénévoles, donc seulement soirée. Finalement, au fil des années, on a pu faire du 24/7, puis le faire avec la ligne sans frais qui était connue au niveau de la province. OK. Puis vraiment, au niveau de la mission du Centre de prévention, ça serait quoi? C'est vraiment, en fait, que tout le monde sache quoi faire lorsqu'ils font face à quelqu'un ou qu'ils font face eux-mêmes à une crise suicidaire. Donc, si un de leurs proches vit une crise suicidaire, si eux-mêmes ne vont pas bien, on veut que tout le monde connaisse la ressource puis sache où appeler. OK. Fait que c'est pour ça que vous avez beaucoup de sensibilisation à faire et tout ça. Oui. Donc, c'est important. Qu'est-ce que vous faites avec les médias et autres campagnes, là, maintenant, avec les réseaux sociaux? Ça sert vraiment à votre mission. Exactement, parce que dans le fond, c'est sûr que si on va pas bien, c'est déjà difficile de reconnaître qu'on va pas bien. Fait qu'après ça, de dire, je fais un pas de plus puis je vais chercher de l'aide moi-même, ça peut être difficile. Il y a des gens qui le font. Je leur lève mon chapeau, mais c'est encore plus important pour nous de sensibiliser l'ensemble de la population pour que tous les proches soient encore plus à l'écoute, tendent la main, sachent où diriger. On ne demande pas de prendre ça sur leurs épaules, mais en fait, on veut vraiment qu'ils soient aptes à soit poser la question « Penses-tu au suicide? » soit dire je m'inquiète pour cette personne-là, je vais faire des démarches pour voir si quelqu'un peut le prendre en charge. Oui, c'est ça, parce que la personne peut vous contacter pour une de son entourage, une personne de son entourage, et là, vous pouvez l'aider à savoir comment agir avec la personne, puis l'amener à consulter, justement, à demander de l'aide à aller plus loin. Exactement, ou on peut même nous faire le pont entre la personne qui va pas bien, tu sais, dans le fond, puis
ça peut être fait de façon tout à fait anonyme. Là, si, exemple, toi, tu m'appelles, tu me dis, bon, ben, je m'inquiète pour, je sais pas, mon frère, ma soeur, ben, à ce moment-là, on dit, OK, qu'est-ce qui se passe? On évalue la situation. Si toi, tu dis que tu veux pas être nommé là-dedans, ben, c'est correct aussi. On peut relancer la personne pour qui tu t'inquiètes. Puis à ce moment-là, ben, tu sais, simplement nommer. Il y a quelqu'un dans ton entourage qui pense que tu vas peut-être moins bien ces temps-ci. Okay. Est-ce que tu veux qu'on regarde ça avec toi, voir qu'est-ce qu'on peut t'offrir comme service? Puis souvent, dans la plupart des cas, les gens, même si on pense que c'est peut-être une intrusion dans la vie privée ou, tu sais, qu'il peut avoir un lien de confiance qui se brise ou quoi que ce soit, ben, c'est souvent l'inverse. Souvent, on pense qu'on est seul à vivre cette situation-là. On pense qu'il n'y a pas personne pour nous tendre la main, puis à ce moment-là, on est très touché de voir que, justement, quelqu'un s'inquiète pour nous, puis qu'il y a des façons de s'en sortir, en fait. C'est ça, c'est comme de la reconnaissance, de dire, bien, la personne dans mon entourage s'inquiétait vraiment pour moi, là, à ce moment-là. Oui, c'est pour ça. Prendre le téléphone puis rappeler. Vraiment, tu sais, ça se peut que sur le coup, il y ait eu un petit état de choc ou quoi que ce soit, puis après ça, ben, tu sais, quand on refixe un appel, une relance, ou que la personne décide de nous rappeler d'elle-même, ben, à ce moment-là, tu sais, il y a de la reconnaissance qui est démontrée, puis finalement, tu sais, ça me soulage, puis tu sais, il y a des beaux mots qui sont dits, puis c'est aussi un peu la paye de nos intervenants là, à ce moment-là, de savoir que, justement, on peut aider puis contribuer au mieux-être de cette personne-là. C'est ça. Des fois, c'est comme seulement le premier pas qui est difficile à faire. Effectivement. Fait que les personnes peuvent aider pour ça. Ouais. Puis, il y a combien d'employés maintenant qui travaillent au centre de prévention? Ça varie vraiment selon les périodes, mais là, je dirais qu'on est 9, si je ne me trompe pas. Ça tourne autour de 10-12 employés, là, dépendamment de la période. Évidemment, l'été, ben, on a des emplois étudiants qui sont ouverts. Donc, c'est vraiment variable. Ça joue un peu plus au niveau de l'intervention. C'est sûr qu'au niveau de l'administration, c'est plus stable aussi. Mais oui, généralement autour de 10 employés. OK. Puis au niveau justement de l'intervention, ce sont combien d'intervenants, intervenantes? Là, en ce moment, on a 4 intervenants, intervenantes. Okay. On est chanceux. C'est rare qu'on a des garçons à l'emploi. Mais là, oui, on peut dire intervenant et intervenante. Fait que ça, c'est le fun parce que ça amène vraiment une autre couleur au niveau de l'intervention. Tu sais, c'est pas la même façon d'agir et de faire le travail. Fait que c'est vraiment le fun de pouvoir offrir ça à la clientèle. Puis, on vise effectivement l'embauche de 2 étudiants dans les prochains mois, là, si tout se passe bien. Parfait. Puis justement, les intervenants, ils ont besoin quand même d'une formation. C'est pas quelqu'un qui a terminé son secondaire 5 là, qui dit ben, « je vais aller vous donner mon nom ». Il faut qu'il y ait une formation plus spécialisée. Oui, c'est ça. Dans le fond, on a vraiment des balises à respecter, comme je le mentionnais tantôt, au niveau du ministère. Donc, ça doit être des personnes qui ont étudié la relation d'aide. Donc, ça, c'est quand même assez variable. Là. Ça peut être au niveau du cégep, exemple des techniciens en éducation spécialisée. Ça peut être des techniciens en travail social. Mais on peut aller aussi au niveau des bacheliers, là, un bachelier en psycho. C'est vraiment là, tout professionnel de la relation d'aide. Puis même au courant des dernières années, là, on a pu élargir ça un peu, si on voulait, là, puis parler de soins infirmiers, par exemple, qui ont quand même une notion de la relation d'aide avec leur clientèle. Ils ont quand même des cours de psycho. Donc, on peut penser à ça. On peut penser à tout ce qui est service préhospitalier d'urgence, la technique policière. On a déjà eu quelqu'un qui a fini sa technique policière, qui est à l'emploi plusieurs années en attendant d'aller à Nicolette, en fait. Puis, il y avait eu quelques cours en criminaux à travers ça. Fait que, ouais, c'est un profil qui est intéressant aussi. Là. Ben oui, c'est ça. Fait que c'est quand même assez vaste. Oui. Et au niveau des services, c'est quoi les services vraiment que vous offrez concrètement là, à la clientèle? Donc, il y a vraiment, ben c'est sûr, on le mentionnait tantôt, l'aspect sensibilisation pour la population générale qui est vraiment importante. On a l'aspect formation pour tout, monsieur, madame, tout le monde, en fait, toute la population qui voudrait être formée comme sentinelle. Souvent, on les offre dans le milieu de travail, ces réseaux de sentinelles-là, ce qui est vraiment intéressant parce que il peut y avoir des délégués syndicaux, des employés de soutien qui peuvent être un peu plus à l'écoute. Fait que ça, c'est bien d'instaurer ça pour protéger nos milieux de travail. On dit que les sentinelles, c'est un peu nos yeux puis nos oreilles sur le terrain. Parce que on a un très grand territoire à couvrir. La Côte-Nord, c'est énorme. Fait qu'on peut pas être partout. Fait que c'est intéressant d'avoir des gens postés un peu partout qui peuvent repérer la personne qui va pas bien puis nous les référer. Sinon, ben, on a vraiment la formation pour les professionnels, comme je le mentionnais tantôt. Notre but à travers ça, c'est vraiment que tout le monde qui intervient en cas de crise suicidaire intervienne de la même façon puis utilise les mêmes outils et le même langage. Sinon, ben, vraiment, au niveau de l'intervention, ben, comme on le mentionnait, il y a l'intervention téléphonique 24/7 de Tadoussac à Blanc-Sablon dans notre cas. Fait qu'on prend vraiment l'ensemble du territoire. Comme on disait, ça peut être auprès d'une personne suicidaire, auprès de ses proches. Même chose pour les personnes endeuillées. Donc, personnes endeuillées proches de personnes endeuillées. Puis, ça peut être du soutien là, pour les professionnels également.
OK. Donc, les gens qui veulent avoir du soutien téléphonique, c'est vraiment la ligne 1866 appel? Oui. À ce moment-là, qu'ils peuvent contacter. Puis, est-ce que c'est possible de rencontrer une intervenante en personne? Oui, via la ligne 1866 appel aussi, on peut, dans le fond, c'est là qu'on ouvre nos dossiers. Là, c'est un peu plus technique comme, comme façon de parler. Là. Je sais que ça n'a pas l'air très humain, mais en fait, on a le premier contact avec la personne de cette façon-là, souvent. Puis, à ce moment-là, des fois, on se rend compte que le service n'est pas très approprié. Fait qu'on peut offrir un service soit en visioconférence ou en face-à-face. Parce que des fois, la relation de confiance, le lien de confiance est plus dur à créer par téléphone parce qu'on ne sait pas à qui on parle, parce qu'on est peut-être moins à l'aise. Fait que ça, c'est un service qu'on offre. Puis, depuis décembre 2020, si je ne me trompe pas, on offre le service aussi. Là, on se déplace dans les 2 unités de psychiatrie de la région. Donc, c'est ça, les Bécomo. Malheureusement, il y a des gens qui se doivent d'être hospitalisés en raison de crise suicidaire. Donc, ça va vraiment pas bien. On va aller chercher une prise en charge de cette façon-là. À la suite, quand ils quittent le service, nous, on va les rencontrer sur place. Puis, on entame un processus de suivi étroit si ils sont à l'aise avec le processus. Ce qui veut dire qu'on va les suivre en face-à-face pour les prochaines semaines de façon intensive pour faire diminuer la crise, pour faciliter le rétablissement puis le retour à la normale, en fait. OK. Puis ça, ben, ce qui est intéressant, c'est qu'on n'a pas plusieurs points de service, le centre de prévention. Nos bureaux sont vraiment localisés à Bécomo, mais on se déplace. Fait qu'on peut se rendre à Sept-Îles une fois par semaine, puis on peut se rendre à Forestville une fois par semaine également. Donc, si des fois, il y a de la clientèle dans les périphéries, là, c'est quelque chose d'intéressant à ce niveau-là. Oui. Puis quand vous vous rendez à Forestville, c'est à quel endroit que vous allez? Chez la personne directement? Non, on a vraiment des bureaux, en fait, là, selon les ententes avec les organismes du moment. Souvent, ça peut être fait, dernièrement, on avait fait affaire avec le Nord-Est, ça peut être fait affaire aussi avec le CLSC, donc ils nous prêtent des locaux simplement. Il faut seulement s'organiser selon les disponibilités du moment. Là. Donc, vous n'avez pas un bureau, c'est ça, à vous? Non, c'est ça. Mais vous êtes vraiment localisé dans votre cas à Bécomo. Exactement. Et les services, est-ce qu'il y a des frais pour les personnes là, qui veulent avoir... Non? Non, c'est entièrement gratuit. Là, on est un organisme communautaire, on est financé pour faire ce qu'on fait, puis c'est ça, on offre le service là, à l'ensemble de la population. Donc, il ne faut pas avoir peur si on appelle, on n'aura pas une facture par la suite, c'est pas comme un service de psychologie. Là. Non, c'est vraiment pas là, comme on voit dans le privé. En fait, non, là, nous, on est vraiment financé entièrement pour tout ce qu'on offre. Fait que c'est ça. Il n'y a pas de frais, il n'y a pas de petits frais cachés, puis il n'y a pas de surprise pour la clientèle. Non, c'est ça. Fait qu'il ne faut pas se gêner. Vraiment, non, c'est ça. Donc, on va revenir après une petite courte pause publicitaire pour parler encore des services, parce que là, avec la pandémie, hein, ça a sûrement joué un rôle dans votre cas. Puis on va parler aussi des statistiques qui sont quand même éloquentes là, pour la Côte-Nord. Donc, on prend une petite courte pause publicitaire et nous sommes de retour là, dans quelques minutes. Donc, nous sommes de retour après une courte pause publicitaire avec Kim Bouchard, responsable des communications et développement au Centre de prévention du suicide de la Côte-Nord. Donc, maintenant, après cette pause, on va en venir aux statistiques un petit peu parce qu'il y en a des récentes qui ont sorti dernièrement. Donc, la Côte-Nord, est-ce qu'on est dans les régions qui sont le plus touchées par les taux de suicide? Là? D'année en année, là, on se retrouve en fait pas mal dans le top 5 des régions les plus touchées. Là, on parle toujours de taux de suicide par 100 000 habitants. Donc, pour la dernière année, en fait, donc 2020, on se trouvait, c'est ça, 5e position avec un taux de 18 ou 19, en fait, là, dans ces eaux-là, suicide par 100 000 habitants. Quand on regarde ça comme ça, c'est sûr que le nombre peut avoir l'air énorme. C'est sûr que pour nous, on est une région avec un territoire très étendu puis une petite population. Fait que chaque suicide a un très grand impact. Fait qu'il faut toujours prendre ça à la légère quand on interprète. Il faut aussi dire que lorsqu'on regarde les tableaux comme ça classifiés, faut prendre en compte que pour éviter les variations ponctuelles, on regroupe toujours les taux des 3 dernières années. Donc, on fait une moyenne des 3 dernières années. Parce que si on regarde le taux ponctuel vraiment de 2020, si je ne me trompe pas, encore une fois, on est à 16 suicides par 100 000 habitants. Donc, tu sais, on a vraiment quand même une petite marge de 2 ou 3 points là, qui sont quand même considérables dans notre cas. Là. Oui, c'est ça. Donc, les plus récentes statistiques sont de 2020. Est-ce qu'il y a des faits marquants qui ont ressorti là, pour la Côte-Nord ou pour le Québec? Pour l'ensemble du Québec, ce qui est surtout marquant, c'est vraiment au niveau des jeunes. On a vraiment une hausse au niveau des jeunes qui font des tentatives de suicide ou qui passent à l'acte. Puis qui ensuite doivent avoir recours là, à de l'aide psychologique. Donc, on parle surtout de consultations d'urgence
pour idéation suicidaire, mais consultation aussi aux urgences pour des tentatives de suicide. Puis ça, c'est encore plus marqué chez les jeunes filles, ce qui est très inquiétant. C'est sûr qu'on a vu beaucoup de mesures qui ont, au niveau de la pandémie, en fait, là, qui ont eu un effet direct sur les jeunes, les adolescents, les enfants. Donc, c'est sûr qu'on peut peut-être faire un lien entre les deux, là, probablement qu'il y a une corrélation à établir. Mais c'est vraiment là ce qui est ressorti là, au niveau de l'impact de la pandémie en général, parce que sinon, au niveau des dernières statistiques, des dernières données des coroners, on dénote pas plus de suicides, mais plus de tentatives, plus de demandes d'aide. Chez les jeunes, oui. Mais dans le fond, plus de demandes d'aide, ça peut être vu aussi positivement. Là. Peut-être que ces personnes n'auraient pas justement demandé votre aide avant, donc c'est quand même bien. Effectivement, on peut l'interpréter de cette façon-là. Puis tu sais, c'est sûr que si on regarde plus spécifiquement au niveau de la Côte-Nord, ce qui est, c'est quand même encourageant parce qu'on regarde là, au niveau des taux de suicide par 100 000 habitants, comme on parlait tantôt, puis au niveau des dernières années, des 10 dernières années, ben tu sais, il y a eu beaucoup de fluctuations. Fait que c'est pas très stable au niveau de la Côte-Nord. C'est toujours là, selon ce qui se passe là au niveau de la situation économique, au niveau, tu sais, c'est toujours très lié à ce qu'on vit sur le territoire. Fait que tu sais, d'année en année, c'est vraiment changeant, mais dans les dernières années, ça s'est stabilisé autour de 15, 16, 17, 18. Fait que on a vraiment joué là-dedans. Par contre, ce qu'on retient puis qui est vraiment, peut être lu de façon alarmante ou lu de façon encourageante, comme tu le mentionnais tantôt, c'est qu'on est vraiment au top de la liste pour ce qui est des consultations aux urgences pour tentatives de suicide. Ce qui est malheureux, ça veut dire que les gens passent à l'acte. Puis, après ça, on entre dans les services. C'est ça. Mais aussi consultation d'urgence pour idées suicidaires. Donc, à ce moment-là, comme tu le disais, on demande de l'aide, c'est bien. Ça veut dire qu'on va chercher l'aide qui est nécessaire. Puis, en fait, à ce moment-là, on entre dans un continuum de services qui peut mener vers un rétablissement. Là. Oui, c'est ça qu'on souhaite toujours au bout du compte. Puis, au niveau, justement, du Centre de prévention du suicide de la Côte-Nord, est-ce que tu as le nombre de demandes que vous recevez par année en moyenne ou... C'est sûr qu'en termes de demande, nous, on compte pas ça en termes de demande, on va compter ça plutôt en termes d'intervention, donc chaque acte posé par nos intervenants qui ont un lien direct avec une intervention. On parle pas là d'envoi de formulaire ou quoi que ce soit, c'est vraiment soit un appel ou une relance faite avec de la clientèle, avec des proches, des retours faits aux intervenants, des références faites. Puis à ce moment-là, je dirais que c'est quand même assez stable depuis les dernières années. Donc, qu'on soit en temps de pandémie ou pas, on varie entre 4200 et 4500 appels depuis à peu près 5 ans. Fait que ça, c'est quand même assez stable. Si on parle au niveau de nouveaux clients qui entrent dans nos services, ça, encore une fois, c'est quand même assez stable. Si je me trompe pas, on est autour de 460 pour la dernière année. Puis ça se ressemble vraiment là, depuis 2015 là, à peu près. Donc, ce qui va être le fun pour nous de voir, par exemple, cette année, c'est qu'on a développé un nouveau module statistique qui va nous permettre de voir combien de clients on a aidé, pas juste les nouveaux clients, parce qu'il y a toujours la notion de clientèle récurrente. Là, fait que, on parle de gens qui peuvent avoir des problèmes de santé mentale qui les amènent d'année en année ou de période en période à recevoir encore nos services pour des idées suicidaires. Fait que, c'est vraiment des clients qui peuvent être avec nous depuis plusieurs années ou qui reviennent de mois en mois ou quoi que ce soit. Fait que ça se maintient dans le temps, puis c'est quand même une bonne partie de notre clientèle. Fait que c'est le fun de pouvoir le comptabiliser puis pouvoir le chiffrer aussi. Oui, c'est important, c'est ça. Puis justement, il n'y a pas de limite de temps là, que les gens peuvent faire appel à vous. Là. Il n'y a pas, après un an, votre dossier est fermé. C'est vraiment, ça peut aller d'année en année. Là. Exactement. Tu sais, justement, là, on refaisait des statistiques à ce niveau-là. On n'est pas capable de sortir des chiffres exacts, mais tu sais, on voit, pour faire un ménage, si on veut, dans nos dossiers, tu sais, on ne garde pas les dossiers plus de 5 ans. Parce que, légalement, on se doit de faire un ménage là-dedans, mais tu sais, il y a des clients qui, à travers ça, quand on fait ce ménage-là pour supprimer des dossiers, en fait, qui sont chez nous depuis 95, depuis début 2000, tu sais, fait que c'est vraiment des clients avec qui on développe un lien particulier, qui devient un peu intéressant aussi d'intervenir pour, ça veut pas dire que les interventions sont pas efficaces, ça veut dire que, justement, souvent, il y a une problématique sous-jacente qui amène, puis ça veut pas dire qu'on intervient avec eux à chaque année, mais au moins un minimum une fois à l'intérieur de 5 ans depuis 15 puis 20 ans. Là. Parce que là, si vous avez un client que vous avez parlé, mais vous n'avez pas de nouvelles, vous pouvez vous-même dire « je vais le relancer ».
dépendamment de la situation, en fait, là, il y a vraiment un plan qui est établi selon les besoins de la clientèle. Fait qu'on regarde vraiment avec le client qu'est-ce qui est adapté pour lui. On élabore un plan. Est-ce que c'est mieux que nous, on te rappelle? Si oui, ben dans une semaine, dans 2 semaines, dans 3 semaines. Est-ce que c'est mieux que toi, tu nous appelles aux besoins? On va essayer de viser l'autonomie aussi là-dedans, tu sais. Oui. Puis à ce moment-là, ben c'est sûr qu'il y a l'interaction avec tous les autres acteurs dans le dossier, si l'autorisation, bien sûr, du client nous permet d'intervenir. Là. Mais tu sais, si la personne veut qu'on se concerte, en fait, ben à ce moment-là, on peut justement là, agir avec le docteur de famille, on peut agir avec la travailleuse sociale au dossier, on peut agir avec d'autres organisations. Ça peut être d'autres organismes communautaires aussi, comme Hommes Manicouagan ou Hommes-Sept-Îles, qui peuvent être au dossier puis avoir une bonne partie de l'information aussi. Fait qu'on peut se concerter sur les actions à poser, puis voir aussi là, les informations pour s'échanger de l'information pertinente, puis mieux encadrer la personne. C'est ça. Puis justement, au niveau des statistiques, est-ce qu'il y a plus d'hommes que de femmes dans les taux de suicide? Ça a toujours été, là, en tout cas de ma connaissance, on a toujours été à 75% d'hommes qui passent à l'acte. Fait que, par rapport à 25% pour les femmes, bien sûr. Fait que 3 fois plus d'hommes que de femmes. Puis souvent dans une strate d'âge un peu plus élevée. Au niveau... ben, je dirais que les hommes et les femmes, c'est quand même assez pareil, mais souvent, là, passé un 35-40 ans, là, on retrouve, ça varie un petit peu d'année en année, mais c'est souvent dans cette strate-là, quand même, qu'on va se retrouver pour les personnes qui passent à l'acte. OK. Puis est-ce qu'on a les raisons pourquoi, justement, la Côte-Nord, on fait partie dans le top 5 là, des régions les plus touchées? Est-ce que c'est vraiment dû à notre grand territoire? Bien, officiellement, on n'a pas de raison en tant que telle, mais officieusement, on peut regarder le top 5, si on veut, d'année en année, puis c'est souvent des régions qui sont plus éloignées. Donc, plus éloignées dit peut-être moins de services offerts, mais plus disparates sur le territoire aussi. C'est comme on disait, nous, une chance qu'on œuvre par téléphone, en fait, là, pour la majorité de notre action, parce que sinon, ben, on ne peut pas couvrir l'ensemble du territoire. Fait que oui, encore une fois, pour nos formations, on se devait de se déplacer au moins une fois, exemple, par année à Fermont ou à Saint-Pierre, mais à ce moment-là, une chance que la visioconférence est arrivée là, avec le télétravail, là, ça aurait eu du bon parce que ça nous permet de rejoindre encore plus de professionnels ou de mieux, justement, encadrer les professionnels du territoire, mais ça se développe avec les années, sauf que oui, c'est sûr que ça peut avoir un lien. Tu sais, si on regarde l'Abitibi, si on regarde la Gaspésie, c'est un peu le même facteur, là. Fait qu'ils font partie aussi des régions qui sont touchées. Oui, exactement. OK. Puis justement, on a parlé un petit peu plus tôt, mais les signes qu'on pourrait voir chez un de nos proches qui devraient nous inquiéter ou on n'est pas certain, est-ce qu'on devrait appeler au centre de prévention ou non? Est-ce qu'il y a des signaux déclencheurs? C'est sûr qu'on peut regarder quand même le comportement de la personne. Tu sais, normalement, c'est une personne qu'on connaît bien. C'est sûr qu'en termes d'éléments déclencheurs, je vous dirais que en général, c'est toujours... multifactoriel. Là. Ça peut pas être, il arrive une épreuve dans la vie de quelqu'un et voici des idées suicidaires apparaissent. Là, en fait, souvent, c'est une accumulation qui fait que on a de plus en plus de misère à se relever, puis de plus en plus de misère à faire face, en fait. Là. Donc, on peut accumuler, par exemple, une perte d'emploi, une rupture, une perte de la garde des enfants, qui, à ce moment-là, cumule des épreuves qui fait que c'est plus difficile de faire face à la situation. Si on parle au niveau de comportement observé, ben à ce moment-là, c'est sûr que ça varie d'une personne à l'autre, effectivement, là, mais on peut parler de perte d'appétit, problématique de sommeil. Donc, on dort beaucoup plus, moins d'énergie ou, exemple, plus d'anxiété, on dort moins. Ça peut être une perte d'intérêt pour des sports, des loisirs qu'on aime, perte d'intérêt pour notre emploi. On fonctionne pas bien au travail. Quelqu'un commence à consommer alcool ou drogue ou en consommait déjà, en consomme encore plus. C'est toutes des petites choses qui peuvent nous mettre la puce à l'oreille. Oui, en fait, c'est ça. Ça peut sonner une petite cloche que là, on peut appeler justement au centre de prévention puis se faire confirmer. Oui, c'est des signes. Puis à ce moment-là, est-ce que c'est bon de vraiment d'être honnête avec la personne et de dire, est-ce que tu penses au suicide? C'est sûr que c'est la méthode la plus efficace. Encore faut-il qu'on soit à l'aise à poser la question, mais à l'aise à recevoir l'information aussi. Fait que si on n'est pas prêt à ça, je vous dirais passer le relais. C'est important que quelqu'un le fasse. Si vous n'êtes pas à l'aise, passez le relais au centre de prévention. Ça peut être dans le milieu de travail, une ressource adaptée ou quoi que ce soit, mais il faut que quelqu'un pose la question directement. On passe pas par 4 chemins, effectivement. Je m'inquiète pour toi, j'ai remarqué telle chose. Penses-tu au suicide? T'sais, on essaie de pas détourner justement
As-tu une période difficile? Ça peut être interprété de différentes façons. As-tu des idées noires? Oui, mais encore. Fait que oui, on y va directement. Puis encore une fois, si on n'est pas à l'aise, on n'hésite pas à appeler soit le centre de prévention, 866 appel, ou à faire appel à un autre proche. Tu sais, en termes de prévention du suicide, c'est une des seules problématiques, en fait, qui est vraiment encouragée d'intervenir en groupe. En fait, il faut se concerter. Fait que, tu sais, ça se peut que toi, par exemple, tu aies une information précise concernant quelqu'un, mais que moi aussi j'en ai une, que ton information toute seule soit pas valide, puis que la mienne aussi, c'est la même chose. Mais si on rassemble nos deux informations, bien là, ça peut nous dresser un portrait plus global de la situation, là. OK. Puis est-ce que c'est bien, mettons, de se mettre à surveiller la personne, vraiment, de toujours être avec elle, etc., ou elle va se sentir comme vraiment pris? Je pense que la personne, d'abord, doit être au courant, en fait, de notre intervention, puis soit d'accord. C'est sûr que si on s'inquiète puis qu'on n'est pas sûr, bien, à ce moment-là, justement, on préfère aller concerter les autres de l'entourage pour essayer de valider notre impression. Mais sinon, c'est sûr qu'il y a toute la notion de filet de sécurité qui est importante en termes d'intervention. Ça veut dire qu'il y a déjà matière à s'inquiéter, puis on décide de mettre un plan d'action. Donc, nous, c'est vraiment un des premiers facteurs, en fait, qu'on va valider. Est-ce que la personne vit seule? Oui. Si oui, bien, ça augmente les risques de passage à l'acte. Donc, à ce moment-là, on va essayer d'établir un plan d'action pour justement renforcer le filet de sécurité ou quoi que ce soit. Fait que oui, tu as un peu raison, mais ça vient un peu plus tard dans le processus. Oui, c'est ça. C'est comme dans le plan d'action à ce moment-là qu'il faut établir. OK. Donc, je sais que le Centre de prévention du suicide de la Côte-Nord, vous avez beaucoup de projets quand même qui sont en développement. Donc, est-ce que tu peux nous en dévoiler quelques-uns? Oui, bien, en fait, c'est officiel depuis le lundi 28. Je ne sais pas à quel moment on sera diffusé, mais le 28 février, en fait, on a pris possession de la maison qu'on vient d'acquérir. En fait, on est toujours situé à Baie-Comeau, mais on a toujours été locataire. À ce moment-là, ben là, ça nous permet d'avoir pignon sur rue. On a acheté une demeure sur la rue Puy-Jalon à Baie-Comeau. À ce moment-là, on va établir au courant du mois d'avril nos bureaux là. Si on l'espère, si tout va bien, on pourra faire notre face-à-face et le développer encore plus parce qu'à ce moment-là, ben, les locaux seront moins restreints, fait qu'on pourra développer vraiment ce service-là. Puis, notre rêve ultime, c'est vraiment de mettre sur pied un centre de crise, un hébergement de crise pour les personnes suicidaires parce qu'au Québec, on est la seule région, la Côte-Nord, en fait, à ne pas avoir de lit de crise dédié à la crise suicidaire. Je dirais qu'on milite pour ça depuis plusieurs années déjà. Oui. Ça se concrétise. Le financement n'est pas concrétisé, n'est pas confirmé quant à lui. Donc, c'est vraiment une grosse facette, effectivement, qu'il faut qu'on règle avant de se diriger et de confirmer le projet, mais on travaille vraiment fort là-dessus, fait que ça se pourrait que ce soit notre prochain service à se développer. Là. OK, puis ça consiste en quoi, un centre de crise? Vraiment, la personne qui est en crise suicidaire peut rester chez vous? Faut que la personne soit volontaire, effectivement. Faut que la personne vive une détresse ou une crise suicidaire. Par contre, ben, c'est sûr qu'il y aura certains critères à respecter. Nous, ce qu'on veut, en fait, c'est qu'il y ait une option entre l'hospitalisation qui est évitable, puis la personne qui n'entre pas dans les services parce que justement il n'y a pas assez, il y a pas assez de critères. Fait qu'on veut vraiment éviter l'hospitalisation quand c'est possible. Puis sinon, à l'inverse, comme je l'ai mentionné tantôt, souvent il y a une prise en charge qui est faite à la sortie de la psychiatrie, mais tu sais, c'est de l'accompagnement. Mais ça se peut que la personne ne soit pas prête à retourner chez elle parce que justement le filet de sécurité n'est pas assez présent ou qu'il y a eu peut-être une tentative de fait dans la résidence. Puis à ce moment-là, on veut vraiment favoriser une meilleure transition. Puis pouvoir mettre en place vraiment un plan d'action qui est efficace puis qui va vraiment cadrer. Fait qu'on va mobiliser les services nécessaires au niveau du centre de prévention, mais aussi au niveau des autres ressources, établir un bon plan d'action, puis ensuite faire vraiment la transition vers le domicile. Parfait. Donc, si on surveille ça, ça va peut-être s'en venir. Dans le fond, là, vous en êtes à concrétiser le financement. On espère que la Côte-Nord pourra avoir enfin ce service-là. C'est sûr que c'est difficile de mettre une date, mais on espère fort là, au niveau en tout cas, de pouvoir annoncer quelque chose dans la prochaine année, ça serait vraiment bien. C'est ça. Puis donc, vous étiez quand même à Baie-Comeau avant, dans un local justement où ce que vous louez. Là, vous avez vraiment acquis une maison. C'est proche vraiment de d'autres ressources communautaires aussi. Oui, on est très centralisé. En fait, derrière nous, on a le CREAM. Devant, on a Maine-Manicouagan, les résidences de la Maison Oxygène. On a Centraide qui est pas loin aussi. Fait que ça devient un milieu de plus en plus communautaire, ce qui est très intéressant pour la clientèle qui peut avoir accès à plusieurs services
au même ou presque au même lieu. Là. Oui, c'est ça qui est intéressant. Donc, pour terminer, Kim, j'aimerais peut-être que tu te présentes toi-même aux gens. Donc, est-ce que tu es originaire de Forestville? Oui, moi, je suis originaire de Forestville. Je suis née ici, j'ai toujours habité ici. Même si je travaille à Baie-Comeau, je me voyage. Donc, j'ai ma résidence ici, puis je m'y plais. Donc, une vraie Foresvilloise. Ben, tant mieux. Puis, c'est quoi qui t'a amené à travailler au Centre de prévention du suicide? Donc, moi, j'ai étudié en communication, en ATM au Cégep de Jonquière. Puis, par la suite, j'ai toujours travaillé au communautaire. Donc, pour moi, c'était important, malgré l'aspect communication, de vraiment me sentir utile, en fait, dans mon travail. Fait que je voulais pas seulement, j'ai pas travaillé dans une firme, une agence ou quelque chose comme ça, là, en ville ou ici, tu sais, il y en a aussi sur la Côte-Nord, mais pour moi, l'aspect de création devait se traduire ou organisation aussi, là, en fait, là, ce qui était plus mon domaine, mon milieu qui me rejoignait au niveau du centre, là, devait se traduire aussi par être utile à la société, à la communauté. Fait qu'avec le centre, il y a eu une opportunité, là, au niveau du poste d'adjointe de direction. Fait qu'à ce moment-là, je trouvais ça très intéressant de planifier des activités de sensibilisation, de justement faire la relation avec les médias et tout. Puis, avec les années, là, ma charge de travail s'est orientée vraiment plus vers mon expertise puis mes attraits. Fait que ça a vraiment bien été. Puis ça m'a encouragé à poursuivre là, pour cet organisme-là. Ben oui, presque 10 ans déjà que tu nous disais. Ben merci beaucoup d'avoir passé ici dans nos studios. C'est vraiment intéressant. Puis on espère vraiment que les gens vont connaître votre mission, vos services de plus en plus. Puis n'hésitez pas à faire appel au Centre de prévention du suicide. Donc merci beaucoup, Kim, et merci à vous, chers téléspectateurs, de nous suivre chaque semaine dans vos écrans. Et je vous dis à la semaine prochaine.